Bien, bonjour à tous. Vous êtes nombreux, hein, c'est impressionnant. Avant de commencer cette intervention, je voudrais aussi remercier vos collègues qui ont préparé ces journées avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup de gentillesse. C'est pour nous très encourageant de voir que des jeunes demandent à avoir de l'information sur ces sujets-là, qui sont donc des sujets énergie et matières premières, qui sont effectivement des sujets importants. Et comme le disait Emmanuel, je pense qu'on n'est pas assez à travailler sur ces sujets-là, donc vous êtes les bienvenus si ces choses-là vous intéressent. Alors je vais reprendre beaucoup de matériel qu'a présenté Emmanuel dans sa présentation précédente, avec des... Alors vous verrez, hein, j'utilise les mêmes scénarios, je vais parler des mêmes matériaux, etc. Les conclusions auxquelles on arrive sont, d'un point de vue général, très convergentes, mais vous verrez qu'il y a des divergences quand même dans les appréciations et dans les visions de notre futur. C'est normal, vous avez un économiste et vous avez un géophysicien, donc on est quand même à deux bouts du spectre, mais on arrive quand même à discuter. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas finalement énormément de domaines scientifiques où des sciences dures et des sciences un peu plus molles, et ça n'est pas du tout péjoratif, arrivent à se parler. Alors ce qui m'intéresse moi dans ces affaires-là, c'est des aspects de modélisation dynamique. Alors on peut utiliser des modèles existants. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer nos propres modèles avec, pas forcément en entrant dans la complexité et la description réelle, par exemple, des parcs de véhicules qu'on peut imaginer dans le futur, mais par contre en essayant d'oublier le moins de choses possible et en faisant un lien explicite entre, vous allez le voir, entre énergie, matériaux et puis grandeur économique premier ordre du genre évolution du PIB ou de la population. Bon, en guise d'introduction, hein, normalement vous connaissez tous cela, les accords de Paris prévoient une réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre et d'ici, on va dire la moitié le milieu du siècle, et puis l'atteinte d'une neutralité carbone dans la deuxième moitié du XXIe siècle, ce qui implique de remplacer complètement notre infrastructure existante de production d'énergie, de transport d'énergie, de stockage d'énergie et de son utilisation, et qui est actuellement basée évidemment sur des hydrocarbures fossiles, en une nouvelle infrastructure avec évidemment une incorporation de renouvelables, d'énergie renouvelable plus importante, mais il n'y a pas que le renouvelable, hein, si on parle d'énergie décarbonée, on peut aussi parler évidemment du nucléaire. Si on se focalise sur les énergies renouvelables, il y a deux problèmes immédiats. Le premier problème, c'est que les énergies renouvelables, on sait tous, sont intermittentes. Quand il n'y a pas de soleil, évidemment, les panneaux photovoltaïques ne fonctionnent pas. La deuxième contrainte qu'on oublie un peu, c'est que les énergies renouvelables, certes, sont disponibles en masse, mais elles sont très diluées. Et pour récupérer ces énergies diluées et les transformer par exemple en électricité, eh bien, il faut des grosses machines. Un exemple de grosse machine, c'est les éoliennes de 6 à 8 MW hein, que l'on installe actuellement offshore. Une éolienne de ce type-là fait entre 170 et 200 mètres de haut, hein, avec les pales. Donc, et il faut à peu près 700 éoliennes de ce type-là pour produire la même énergie qu'une tranche de centrale nucléaire de 1300 MW ou 1500 MW. Donc, cette observation qu'il faut des grosses machines, on peut la quantifier en utilisant des diagrammes de ce type-là. Donc, j'ai représenté ici pour trois matériaux. Vous voyez en haut à gauche le ciment, ensuite on a l'acier, l'aluminium et le cuivre. Les quantités de ces matériaux en tonnes par mégawatt de puissance installée pour différents types de production d'électricité. On démarre ici avec le nucléaire, gaz, charbon, et puis dans la partie verte, les technologies utilisant des énergies renouvelables, en démarrant avec les éoliennes, le photovoltaïque avec un tracker, le solaire à concentration, et puis au bout, à droite, vous avez les barrages. Et d'une manière générale, ce qu'on voit, c'est que c'est pour ces trois matières
représentées ici. On a dans les carrés verts des intensités matières, donc je le répète, en tonnes par mégawatt de puissance installée, qui sont plus importantes que pour les énergies utilisant des combustibles fossiles. Donc, la chose immédiate, enfin la conclusion immédiate au premier ordre, c'est que évidemment cette transition vers des énergies renouvelables, telle qu'on l'envisage actuellement, va mobiliser des quantités de matières premières plus importantes qu'une évolution classique, business as usual, utilisant des combustibles fossiles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces technologies nouvelles utilisent aussi une variété, Emmanuel l'a déjà dit avant, une variété de métaux très importante, et notamment, bon, je vais appeler ça des petits métaux. Les petits métaux, c'est des métaux qui sont utilisés dans les hautes technologies, qui sont produits à moins de 100 000 tonnes par an au niveau mondial, alors que les grands métaux, par exemple, sont produits à plusieurs millions de tonnes par an. Alors ces petits métaux, on va les retrouver, la liste n'est pas exhaustive, mais dans les aimants permanents des éoliennes, pour les terres rares, néodyme, mais aussi dysprosium, praséodyme, dans les techniques multicouches des panneaux photovoltaïques, gallium, indium, sélénium, tellure, bien sûr dans les batteries. Et ça, c'est une vraie difficulté. On ne stocke pas de l'électricité, on ne stocke pas des électrons en mouvement. Par contre, on peut transformer l'électricité de manière à stocker sous forme électrochimique. Et pour ça, il faut des batteries. Alors c'est lithium, manganèse, cobalt, graphite principalement pour les technologies lithium-ion. Il y a d'autres technologies qui devraient arriver sur le marché dans un futur relativement proche, notamment sodium, des batteries sodium, des batteries solides aussi. Enfin c'est vraiment quelque chose qui est en plein développement. Et puis on a plein d'autres secteurs où ces petits métaux sont nécessaires, dans les LED par exemple, dans tous les appareils électroniques, on a les capacités utilisent du gallium. Les tableaux périodiques, là, vous voyez, c'est dans les années 80, on utilisait une dizaine de métaux pour faire un ordinateur. Actuellement, dans n'importe quel ordinateur ou portable que vous avez dans votre poche, il y a une cinquantaine de métaux qui sont contenus, et puis toutes les technologies embarquées. Et ça, c'est cette amélioration technologique ou ce développement des hautes technologies entraîne des taux de consommation, vous voyez en haut à droite là, une augmentation des taux de consommation de ces métaux de l'ordre de 10% par an. Donc 10% par an, c'est proprement monstrueux, ça veut dire qu'on double quasiment tous les 3 ans les consommations. Alors bon, en voyant ça, il y a beaucoup de choses qui sortent dans les médias. Quelques exemples ici, les métaux, des besoins colossaux pour la transition énergétique, boom sur les batteries qui va entraîner une ruée sur les métaux critiques. Tesla communique beaucoup aussi, ou a beaucoup communiqué avant les vacances là, sur des risques de pénurie pour ces gigafactories. Au niveau français, on voit la même chose. La France devra-t-elle rouvrir ses mines? Alors c'est assez étonnant parce que c'est plutôt marrant. Dans cet article sont discutés les problèmes des métaux, mais vous voyez que la photo, c'est une photo de mine à charbon. C'est des gens qui sortent d'une mine à charbon. Voilà, donc une espèce d'agitation qui est... et on comprend pourquoi, parce qu'il y a des vrais enjeux derrière, mais on aimerait quand même avoir une approche un peu plus analytique, voire quantitative de ces problèmes-là. Alors la Commission européenne, dans sa grande sagesse, Emmanuel en a déjà parlé, a réuni un groupe ad hoc d'experts pour travailler sur ces questions de métaux critiques. En gros, c'est quels sont les métaux qui présentent les risques de rupture d'approvisionnement les plus importants et qui présentent également une importance économique réelle pour nos industries européennes. Donc je remets cette figure-là qui est assez intéressante parce que vous voyez qu'on travaille toujours en deux axes, une importance économique qui croît vers la droite et puis ce qui est appelé un supply risk qui augmente verticalement et on définit un espèce de carré comme ça, de manière complètement arbitraire, à mon avis, qui devrait contenir les éléments critiques.
Alors, ne me demandez pas pourquoi les limites déjà sont verticales et horizontales. On verra qu'elles ne peuvent pas être verticales et horizontales. Et pourquoi est-ce qu'elles ont été placées là? Ça semble assez arbitraire. C'est quoi la criticalité? Alors, la criticalité, c'est vraiment un espèce de franglais qui est absolument horrible, mais moi je ne trouve pas vraiment d'équivalent français. Criticité, ça renvoie plutôt au nucléaire, donc il faut faire attention. Alors je vais quand même utiliser ce mot criticalité. Alors il y a pas mal d'auteurs qui mettent en évidence une équivalence entre la notion de criticalité et la définition classique du risque. Alors je ne vais pas vous faire une revue bibliographique, mais c'est assez intéressant. Et la criticalité, Emmanuel en a donné une définition. Moi, la meilleure que j'ai trouvée, c'est celle qui est indiquée ici. C'est une mesure du risque économique qui est associée à l'utilisation d'un métal par un consommateur spécifique sur une certaine période de temps. Et là, on voit deux termes qui apparaissent, qui sont intéressants, c'est le risque et le temps. Alors je vais faire une très très brève analogie entre la théorie classique du risque et la définition de criticalité ou de criticité. Un risque, ça se mesure comme le produit d'une probabilité d'occurrence d'un événement qu'on avait appelé EI, qui peut être un accident, qui entraîne un arrêt de l'approvisionnement en une matière multiplié par une vulnérabilité. La vulnérabilité, elle va dépendre de plein de facteurs qu'on va réunir dans un facteur X qui s'appelle un facteur de taille. Il est bien évident que si on importe en Europe des métaux qui sont produits à l'autre bout du monde, on peut avoir une disruption de l'approvisionnement parce que la mine s'écroule, par exemple, ou une disruption de l'approvisionnement parce que le bateau qui amène les minerais coule. Et ça ne va pas du tout avoir les mêmes conséquences, évidemment. Dans les deux cas, on va avoir une rupture de l'approvisionnement, mais pour refaire un approvisionnement, c'est facile de réaffréter un bateau, c'est pas facile de réouvrir la mine qui s'est écroulée. Donc l'effet de taille ici, X, est très important. La criticalité, telle qu'elle est définie classiquement, c'est le risque d'approvisionnement multiplié par une vulnérabilité. Donc vous voyez immédiatement l'analogie, avec quand même la différence que ce qu'on appelle supply risk, en fait, c'est pas un risque, c'est une probabilité, encore une fois, d'occurrence d'un problème. Si on raisonne en importance économique, la vulnérabilité va être définie comme un coût, éventuellement, un coût économique. Donc finalement, la criticalité, ça va également avoir une unité qui va être en dollars ou en euros. Donc toute criticalité devrait avoir une unité. Ça peut être des euros, mais ça peut être aussi un nombre de morts. Hein. Moi, je travaille sur les risques sismiques, par exemple, où la vulnérabilité est définie par rapport à pour un séisme d'une magnitude donnée, quel va être le taux de mortalité. Bon, ce qui est important de bien comprendre dans ces affaires-là, et je vais essayer d'être rapide, c'est que la probabilité, les coûts et la criticalité, tout ça, ça varie au cours du temps. Ça dépend d'un effet de taille, et donc finalement, si on veut avoir une réelle vision de la criticalité d'un métal, pour une période donnée, eh ben, il faut faire une double intégrale sur la probabilité, sur la vulnérabilité, en prenant en compte à la fois l'effet de taille et le temps. Il n'y a aucune étude dans la littérature, absolument aucune à présent, qui respecte ces critères. Donc tout ce que vous pouvez avoir, au mieux, c'est des évaluations assez floues, qui n'ont pas de valeur au cours du temps, qui ont une valeur quantitative qui est très médiocre. Et donc, ce n'est pas la peine de trop s'affoler et passer trop de temps à lire cette littérature-là, qui n'est pas très bonne pour les évaluations de criticalité. Un dernier point sur ces aspects-là qui me semble intéressant, c'est que si vous définissez la criticalité comme un produit d'un supply risk par une vulnérabilité, eh bien en fait vous n'avez pas des limites qui sont horizontales et verticales, ça n'a pas de sens de faire ça. En fait la courbe de criticalité doit suivre une courbe comme celle qui est indiquée en rouge. Et là on a une vision complètement différente du problème, même en reprenant les mêmes données, parce que si on suit la ligne rouge, eh bien vous voyez que la barite est aussi critique que les bauxites
qui est aussi critique que le fer, le lithium, le rhénium et le scandium. Tout ça, ça a le même niveau de criticalité qui est complètement différent de la vision 2D avec une limite horizontale et verticale. Donc ça, c'est les résultats de la Commission européenne. Et comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, ce qui est vraiment surprenant dans ces affaires-là, c'est que tous les principaux composants des batteries électriques, et notamment, vous voyez, le nickel, le manganèse, le cuivre et le lithium sont considérés comme des éléments non critiques. On y parle à la Commission européenne. Ce qui est vraiment surprenant, parce que si on regarde au niveau mondial, maintenant, je reprends cette annonce de Tesla, qui a beaucoup communiqué sur les risques d'approvisionnement, hein, encore une fois, en ces métaux pour ces batteries. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Des visions aussi différentes que ça. À mon avis, c'est simplement dû au fait que l'Europe produit moins de 5% des batteries lithium-ion actuellement. La Chine en produit environ 50% et les États-Unis 20%. Donc la vulnérabilité au premier ordre pour l'Europe, qui ne produit pas de batteries, est relativement faible pour ces métaux. Je rappelle en passant que l'inventeur de la batterie lithium-ion, c'est un Français. Hein, mais que dans les années 2000, les constructeurs d'automobiles français n'ont pas du tout cru à la possibilité de véhicules électriques dans un environnement, dans un temps proche. Et donc, c'est passé, toute la technologie de développement de lithium-ion a été développée ailleurs. Alors ça, c'est en train de changer en France, puisque pas en France, en Europe, parce que l'Europe essaye de faire l'Airbus des batteries. Il y a une gigafactory actuellement qui est en train de se monter en Suède, en Laponie. Donc là, clairement, si on commence à avoir des usines qui produisent des batteries, l'évaluation de la criticalité changera grandement. Cela dit, on a déjà des producteurs de voitures, d'automobiles en Europe, qui produisent des voitures électriques. Et donc, ils importent les batteries. Donc, l'exposition de ces pays, de ces producteurs automobiles existe déjà. S'il y a une rupture d'approvisionnement et un problème sur le lithium, le manganèse et le cobalt à l'autre bout du monde, ça va impacter directement ces producteurs automobiles, même si eux-mêmes ne produisent pas les batteries. Et donc il y a toute une chaîne ici qui n'est pas évaluée dans ces affaires de criticalité. Alors c'était une introduction qui était un petit peu longue, mais c'était pour essayer de vous montrer qu'il faut revenir aux fondamentaux. Il ne faut pas trop utiliser de la littérature existante les gens ont réfléchi, bien sûr, mais il faut revenir aux fondamentaux et essayer de vraiment comprendre comment est-ce qu'on définit la disponibilité d'un métal. Alors, la disponibilité d'un métal, elle se définit au premier ordre par son abondance dans la croûte. Hein. Donc tous les métaux ont une abondance différente, moyenne au niveau de la croûte, et puis après par l'abondance, ou plutôt la concentration des gisements qui sont exploités. On va dire une concentration moyenne. Elle se définit aussi par l'endroit où se situent ces gisements, effectivement, on en a parlé précédemment. Elle se définit par la technologie de production. Si on avait demandé aux Romains de produire du cuivre à partir de gisements, de porphyre cuprifère, ils n'y seraient pas arrivés. Même si on amène une armée de 10 000 gars, ils n'y seraient pas arrivés parce qu'ils n'avaient pas la technologie. Okay. Donc cet aspect technologique est fondamental. Et puis, si on parle de capacité de production, eh ben, il faut qu'on ait une infrastructure de production, la taille de l'infrastructure de production soit suffisante. À l'autre bout de la chaîne, on a la demande. Ça ne sert à rien de produire un métal en masse, évidemment, s'il n'y a pas de demande. Cette demande, et c'est le rapport sur cette demande et la capacité de production, qui va définir la disponibilité du métal pour un temps T, pour un prix donné. Okay, et ce prix va varier effectivement en fonction du temps et en fonction de ce rapport entre demande et capacité de production. Le prix est ici extrêmement important parce que si on augmente le prix, de fait, on va augmenter les bénéfices à coût constant et donc on va augmenter les réserves. D'accord ? Les réserves qui sont le stock de métal qu'on a sous nos pieds, exploitable à un coût économiquement viable. Si on augmente le prix, on va augmenter également le recyclage. Dans les années, on va dire 2010, quand le prix du cuivre est monté au-dessus de 5 000 $ la tonne,
on volait des câbles de cuivre au niveau des voies de chemin de fer, on volait des câbles de cuivre dans les éoliennes, etc. Parce que le déchet de cuivre, en l'occurrence les câbles, le prix de ces câbles est indexé sur le prix du cuivre primaire. Donc si vous augmentez le prix du primaire, vous augmentez obligatoirement le recyclage. Vous diminuez la demande aussi. Quand on augmente le prix, évidemment, on tend à faire, dans la mesure du possible, la substitution et on diminue le prix. Donc on voit bien que tout ça est dynamique. Dans ce dont je vais vous parler maintenant, c'est plutôt pour l'énergie. Quelle est la part de la demande pour le secteur énergétique dans la demande globale. Et puis après, on va essayer de dérouler un peu plus les différentes parties de ce diagramme que j'ai montré avant. La transition vers un monde bas carbone demandera beaucoup de ressources minérales. On a essayé de l'expliquer un petit peu au début de l'exposé. Bon, maintenant, il faut mettre des chiffres. Combien de combien a-t-on besoin? Ces ressources sont-elles disponibles? Quels vont être les impacts environnementaux de leur production? Quelle est l'énergie dont on a besoin pour produire ces ressources minérales? Et qu'est-ce qui se passerait en fait si on restait sur les tendances actuelles? Bon, pour répondre à ces questions, clairement, c'est des approches de modélisation dynamique. Alors ce qu'on cherche à faire dans un scénario de transition énergétique classique, c'est de passer de l'image en haut à gauche à l'image en bas à droite en une quarantaine d'années. Donc on veut changer complètement notre infrastructure, notamment de production d'électricité. Les premières éoliennes, les premiers panneaux solaires, etc., qui vont être implantés, vont utiliser des matières premières qui vont venir directement de la mine, parce que c'est une infrastructure qui vient en addition de l'infrastructure existante. Donc le recyclage, évidemment, dans ces cas-là, ne suffit pas. Les métaux sont incorporés donc dans ces éoliennes. La durée de vie d'une éolienne moyenne, c'est une vingtaine d'années. Donc au bout de 20 ans, il faut changer l'éolienne. Il faut changer l'éolienne et il n'y a pas un pointeur, vous n'avez pas un pointeur? C'est ça? Non, ça c'est pas un pointeur. Ça. Ah, super. Non, mais c'est bon. Si je vois comment ça marche. Ouais, super. Ouais. Donc les premières éoliennes ici, qui vont être implantées au début du scénario énergétique, de transition énergétique, vont devoir être changées avant qu'on ait atteint l'échéance du scénario. Donc avant les 40 ans de la transition. Ce métal qui est dans les premières éoliennes va entrer dans un nouveau stock qui va être un stock de produits en fin de vie. Et puis ensuite, on peut rentrer ici dans une espèce de boucle virtueuse là, où on recycle le métal qui est contenu dans les déchets, enfin dans les vieilles éoliennes, et on a un recyclage. Alors le problème de ces affaires-là, c'est qu'à chaque boucle de recyclage, on a une perte parce qu'on a un taux de collecte qui est ce qu'il est, on n'arrive pas à collecter tous les produits, et la deuxième loi de la thermodynamique nous dit qu'on ne peut pas recycler à 100%. D'accord ? Donc on a au cours du temps une sortie de matière ici dans ces affaires-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la quantité, l'intégrale du flux ici qui rentre, de quantité de matières premières primaires, doit être supérieure à la quantité totale qui est inclue dans l'infrastructure. Donc si vous faites des évaluations en disant j'ai 10 000 voitures thermiques et j'ai 10 000 voitures électriques, ça me fait tant de lithium, tant de cobalt, tant de fer et de cuivre, vous sous-estimez grandement la quantité dont vous allez avoir besoin au cours du temps, puisqu'il faut renouveler ce parc. Et à chaque fois, vous avez des pertes, puisque le recyclage n'est pas égal à 100%. Okay ? Voilà. Alors, quelques résultats aussi, donc basés sur les scénarios dont a déjà parlé Emmanuel, le scénario référence technologie de l'IEA, Below 2 degrees, et puis un dernier scénario ici qui est proposé par le WWF, qui commence à dater un peu, mais qui a été un des premiers scénarios produits au niveau mondial. Ça, c'est pour la production d'électricité. Vous voyez que dans les deux cas, ici et ici, en 2060, on est à peu près à 50 000 TWh d'électricité produite. Dans le premier cas, on va dans les tendances
on suit les tendances passées, c'est-à-dire une évolution du fossile, du nucléaire et du renouvelable qui sont assez, je dirais, à taux constant. Dans le deuxième cas, par contre, on diminue grandement la quantité de fossiles utilisés, on augmente le nucléaire et puis on a une pénétration des renouvelables qui est très importante. Dans le dernier scénario, il ressemble au scénario précédent, sauf qu'on a une consommation ici d'électricité en 2060 qui est très faible, donc c'est vraiment un scénario qui est basé sur la sobriété d'utilisation, et puis on bannit à la fois le fossile et le nucléaire. En bas, vous avez la quantité cumulée en rouge, c'est l'acier, en vert, c'est l'aluminium, et en gris, c'est le cuivre, donc des quantités cumulées de ces métaux, de la production primaire de ces métaux dont on a besoin pour suivre ces scénarios. Et vous voyez que dans le premier cas, complètement ici, donc référence technologie, on a besoin. Alors les lignes horizontales maintenant pointillées, c'est une année de production actuelle de chacun de ces métaux. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'il faut réserver une année de production actuelle d'acier ou de fer pour suivre le scénario énergétique, celui-ci. 2 années de production d'aluminium, hein, donc une année c'est ici, 2 on arrive sur la ligne. 3 années de production de cuivre. Pour les 2 autres scénarios, par contre, on double les quantités, d'accord ? Alors c'est intéressant parce qu'on produit ici la même quantité d'électricité, mais on a besoin de 2 fois plus de matières premières, et dans ce cas c'est encore pire, on diminue la quantité d'électricité produite et on a aussi besoin de 2 fois plus de matières premières, parce que le mix énergétique ici et ici, c'est-à-dire la combinaison des différentes technologies, est différente, hein, pour le renouvelable. Mais donc on voit tout de suite que cette transition et ce passage des énergies renouvelables va avoir des conséquences en termes de matériaux qui peuvent être très significatives. La production d'électricité, c'est uniquement une partie de toute la chaîne de l'énergie que j'ai essayé de représenter ici. Donc on démarre avec les énergies primaires, qui sont décrites. Hein. Les énergies renouvelables représentent à peu près 4%, à peu près au niveau mondial, actuellement de l'énergie primaire utilisée. Puis ensuite, on va transformer ces différentes énergies dans des raffineries, dans des stations de production d'électricité, avec des pertes associées qui peuvent être très importantes, hein, de l'ordre de 50% ici, perdues sous forme de chaleur pour produire l'électricité. On va transformer cette énergie primaire en une énergie utilisable, une énergie secondaire, qui va être utilisée par 3 grands secteurs de consommation: l'industrie, les transports et, on va dire, résidentiel et tout ce qui est construction. L'industrie actuellement utilise 35% de l'énergie totale qu'elle utilise uniquement pour fabriquer les matières premières. Et principalement le béton, enfin le ciment, l'acier, l'aluminium et le cuivre. Et ensuite, ces matières premières sont utilisées donc, par tout le long de cette chaîne de l'énergie. Donc on a parlé de la production d'électricité à l'instant, mais évidemment on va avoir la même chose, hein, pour l'extraction par exemple des hydrocarbures, du charbon, pour tout au long de cette chaîne, et y compris à la fin de la chaîne, évidemment, pour l'utilisation d'énergie. Donc, dans le cas du transport, si on veut passer évidemment d'un système basé sur les hydrocarbures fossiles à un système utilisant de l'électricité, il faut revoir complètement toute cette machinerie. Et donc, il faut des matières premières. Il faut également dimensionner le système. Hein. On consomme à peu près 110 hexajoules au niveau mondial d'énergie. Dans le domaine du transport actuellement, on produit 73 hexajoules d'électricité. Donc si vous voulez passer évidemment à un monde électrique, il va falloir travailler très dur ici. Voilà, donc quelques exemples, hein, pour le transport par exemple, pour les 2 scénarios qu'on avait vus avant. Donc vous voyez l'évolution du parc automobile qui est différente dans les 2 cas évidemment. On a moins de voitures dans le scénario B2, below 2 degrees. On a moins de véhicules, par contre les quantités de matières premières utilisées sont équivalentes, et des quantités de cuivre qui sont assez énormes. Alors, si on essaye de sommer un peu tout ça, selon les scénarios, on a besoin entre 75 et 120 millions de tonnes de cuivre
pour la production d'électricité, à peu près 3 millions pour le stockage, entre 10 et 20 millions de tonnes pour le transport et la distribution, plus de 200 millions de tonnes pour l'utilisation en fin de chaîne. Si on somme tout ça, c'est entre 200 et 400 millions de tonnes de cuivre dont on va avoir besoin d'ici 2050 à peu près, ce qui correspond à 10 à 15 années de production mondiale pour toutes les applications de cuivre. Sur cette photo ici, c'est une photo de la mine Kennecott, qui est une mine historique de cuivre en Utah, qui fonctionne depuis une centaine d'années. Le trou que vous voyez là, il fait 3 km de long, 1 km de large, 1 km de profondeur, 3 km3. Vous savez combien de cuivre ont été extraits de ce trou en 100 ans? Bon, dites quelque chose. 18 millions de tonnes. 18 millions de tonnes de cuivre. On a enlevé 6 milliards de tonnes de roche de ce trou et on a produit 18 millions de tonnes de cuivre. J'ai choisi cet exemple parce que 18 millions de tonnes de cuivre, c'est à peu près la consommation mondiale, toutes applications confondues actuellement. Il faut entre 10 et 20 de ces mines-là pour satisfaire aux besoins de la transition énergétique. Je ne parle pas des autres applications. Hein. Voilà. Donc ça fait beaucoup de trous. Hein. Alors je ne parle pas de l'aluminium, du fer, etc. Je vous laisse faire les calculs vous-même. Et vous verrez que ça fait vraiment beaucoup de trous. Bon, ça c'est pour les gros, je dirais les grands métaux et pour les matières premières de base. Les petits métaux, on en parle beaucoup, hein, il y a beaucoup d'agitation dans les médias, on peut regarder aussi ce qui se passe. Donc je fais la comparaison pour le nickel, et c'est là où je disais qu'on avait des conclusions un petit peu quelquefois divergentes avec Emmanuel. Moi je pense que le nickel est aussi absolument critique. Vous voyez, la courbe continue ici, c'est l'évolution de la consommation de nickel pour suivre le scénario référence technologie. Et vous avez la même ici, donc on monte à peu près à 100 millions de tonnes, hein, si je ne me trompe pas, de nickel qui doit être consommé en 2060 si on va vers un monde électrique. Maintenant, la courbe pointillée, et c'est celle-là qui nous intéresse, c'est la courbe de nickel dont on a besoin, non seulement dans l'infrastructure, mais aussi qui prend en compte les pertes de recyclage. Hein. Et vous voyez qu'on double quasiment la quantité. Les réserves de nickel actuellement sont de l'ordre de 100 millions de tonnes. On va dire 90 à 100 millions de tonnes. Je ne parle pas des ressources ici, je parle vraiment des réserves. Donc clairement, cette tendance-là passe au-dessus des réserves qui sont estimées actuellement. Bon, alors comment ça se traduit ces affaires-là? Les industriels développent des technologies, ils se disent « Ouh là là, putain, finalement, je ne vais jamais avoir assez de nickel ». Ils alertent les politiques. Ça se traduit ensuite en termes politiques, par exemple, par la sénatrice Murkowski, ici, qui est responsable de la commission pour les matières premières et l'énergie au Sénat américain, et qui a présenté son Mineral Security Act, qui est un plan permettant de sécuriser les approvisionnements aux États-Unis. Comment on sécurise des approvisionnements dans un pays qui n'a pas forcément les ressources? Tous les pays actuellement développés l'ont fait de tout temps. On va les chercher ailleurs. Et le Mineral Security Act, en fait, c'est une déclinaison de ce qu'ont fait les Américains après la Deuxième Guerre mondiale, quand Eisenhower a incité les États-Unis à investir abroad pour construire une infrastructure qui leur permettait d'assurer un approvisionnement en produits pétroliers. On l'a fait aussi, hein. Je parle des Américains, mais enfin tous les pays développés l'ont fait. Ça se fait encore actuellement. La Chine, par exemple, hein, on en a parlé tout à l'heure, qui est le premier producteur de beaucoup de choses, et en l'occurrence de batteries, a pris des participations dans beaucoup de pays africains au niveau des matières premières, mais également de la production d'hydrocarbures. Et vous voyez sur cette carte que quasiment tous les pays africains accueillent des participations chinoises. Il y a environ 200 milliards d'échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique actuellement, dont 100 milliards qui sont réinvestis en Afrique pour bâtir l'infrastructure, que ce soit des écoles, des moyens de communication, etc. Donc c'est une forme de colonialisme organisé et accepté qui permet aux pays en voie de développement
d'acquérir leurs ressources et qui ont permis aux pays actuellement développés, dont on fait partie, d'acquérir nos ressources. Alors, jusqu'à présent, on a parlé des demandes pour l'énergie. Je voudrais juste dire quelques mots sur la demande globale, parce qu'il n'y a pas que l'énergie. Le point intéressant dans toutes ces affaires-là, parce que quand on regarde toutes les évolutions depuis une centaine d'années, on voit des courbes exponentielles qui montent au plafond, et on se dit, ça va, on ne peut pas continuer comme ça. Et en fait, il n'y a pas besoin de continuer comme ça, parce que si on regarde les consommations, ici, vous voyez, de cuivre, d'aluminium et d'acier par habitant, donc c'est en kilos par habitant ici, en fonction du PIB par habitant. Donc ça, c'est des données historiques de pays qui sont actuellement développés. Voilà la trajectoire du Japon en orange, la trajectoire des États-Unis en vert. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une période durant le développement économique où on a une croissance de la consommation qui est très forte, et puis il y a un moment donné où on atteint un seuil de saturation. En tous les cas, c'est vrai pour les vrais métaux, pour les grands métaux. Et ça se comprend parce qu'on ne peut pas téléphoner avec 40 téléphones en même temps, parce qu'on ne peut pas conduire 18 voitures. Donc il y a un moment donné où on atteint une saturation. Bien sûr, il y a des nouvelles technologies qui apparaissent, mais voilà, les données historiques nous montrent ça. Et ça, c'est plutôt encourageant, parce que ça veut dire qu'il y a un moment donné où la consommation et cette croissance exponentielle de la consommation devrait s'arrêter. Alors en fait, on peut estimer ça, sur cette figure-là. Voici l'évolution du PIB en rouge et de la population en bleu depuis 1900 jusqu'à maintenant. Si on fait une projection future qui suit ces deux courbes, et qu'on combine ça avec la quantité de cuivre utilisé par personne, ben voilà les résultats. La consommation de cuivre entre 1900 et actuellement a augmenté le long de la partie noire, et puis on envisage une augmentation qui suivrait la courbe orange, donc 70 millions de tonnes de cuivre par an, alors qu'actuellement on est à 20 millions de tonnes. Ça veut dire qu'on fait plus que tripler la consommation d'ici 2100. Ça veut dire quoi maintenant quand on intègre ces quantités? Parce que c'est ça qui nous intéresse quand même. Si on intègre ces quantités, ça veut dire que depuis que l'homme est homme, depuis l'aube de l'humanité, on a produit à peu près 800 millions de tonnes de cuivre. On devrait en produire 1 milliard dans les 30 prochaines années. Ça veut dire que dans les 30 prochaines années, il faut produire plus de cuivre qu'on en a produit depuis l'aube de l'humanité. Si on veut suivre ces tendances-là, jusqu'en 2100, il faut en reproduire 2 milliards supplémentaires pour arriver à la fin du siècle. Et là, on atteint les réserves ultimes qui sont évaluées par l'USGS. Donc, c'est quand même pas de la petite bière. Si on veut continuer là-dessus, ça va demander vraiment beaucoup de trous. What about recycling? Alors, évidemment, il n'y a pas que de la production primaire. Évidemment, et en particulier, c'est particulièrement vrai pour le cuivre, on peut le recycler. Et on peut le recycler parce qu'en fait, le cuivre est rarement allié, on va dire, donc il ne perd pas ses propriétés au moment du recyclage. Ce qui n'est pas vrai, par exemple, pour des aciers un peu techniques, où là, le recyclage pose des problèmes, puisqu'on va changer la composition de l'acier. Bon, évaluer le recyclage, en fait, c'est assez facile. Vous avez ici la courbe de demande totale, qu'on a estimée avec l'évolution de PIB et de population. Vous savez que la durée de vie du cuivre dans les produits manufacturés, elle est d'environ, on va dire, entre 20 et 30 ans. Donc si on fixe une moyenne à 25 ans de durée de vie, et on sait également que le cuivre se recycle à peu près à 45%, vous partez ici, vous décalez de 25 ans, vous enlevez 60% ou 40% et vous arrivez sur la courbe verte. Donc en fait, si on a la demande totale, qu'on a un taux de recyclage et une durée de vie, on peut calculer la courbe verte, et évidemment, en soustrayant la courbe verte à la courbe noire, vous avez la production primaire qu'il faut. D'accord ? Donc ce qu'on voit sur cette figure, c'est que la demande totale augmente très fort. Par contre, la production primaire, elle, augmente de manière beaucoup plus modérée. Donc tout ce que je vous ai raconté avant, c'est modulo évidemment ces évolutions de recyclage. Et le recyclage est très important. Sur cette figure-là, ce qu'on voit, c'est que si on augmente le taux de recyclage de 40% actuellement à 60% en 2100, en fait le cuivre recyclé, c'est-à-dire venant des produits en fin de vie, devient la source majeure à peu près au milieu du siècle. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt positif. Alors,
c'est très important d'augmenter les taux de recyclage et de les augmenter même un tout petit peu, ça a des fortes conséquences. Vous avez ici deux figures. En rouge, c'est la quantité de matières premières primaires qu'il faut produire si on n'augmente pas le taux de recyclage. Hein. Et ici, si on l'augmente de 40% à 70%, c'est ce que je vous ai montré sur la diapo précédente. Il faut que j'arrête ? Ouais, je vais aller vite. Donc évidemment, travailler sur ces affaires augmenter les taux de recyclage, c'est quelque chose qui est absolument majeur. Cela dit, si on prend encore une fois tous ces aspects ensemble et toutes les consommations de cuivre, tous les besoins qu'on peut identifier, c'est à peu près 50 000 Kennecott qu'il faut produire en 30 ans, c'est à peu près 170 en 80 ans, et 300 d'ici la fin du siècle prochain, et avec certes des variations, mais quand même on est toujours dans le même ordre de grandeur, même si on augmente le taux de recyclage. Voilà, bon après on peut travailler par secteur, c'est ce qu'a montré Emmanuel avant, et donc nous on a développé un modèle dynamique pour tout le secteur de l'énergie aussi. Et on peut faire des estimations, pareil, donc je vais passer rapidement là-dessus. Emmanuel en a déjà parlé. L'intérêt de mettre des grandeurs un peu économiques là-dedans et de population, eh ben, c'est qu'on peut on peut tirer des indications macroscopiques, par exemple. Donc j'en ai parlé déjà, hein, l'évolution de la consommation de cuivre par habitant en vert, mais on peut faire la même chose pour les voitures, le nombre de voitures par habitant en rouge, le nombre de mètres carrés habités par habitant, etc. Et ça c'est intéressant parce que on peut décrire les évolutions au niveau mondial, mais on peut aussi décrire les évolutions au niveau de certains pays. Par exemple, en France, en 2020, on est ici. Au niveau mondial, en 2100, on espère être ici. D'accord ? Donc, avec la continuité de ces courbes-là, on peut faire des changements d'échelle, c'est-à-dire en ayant très peu de données sur les pays, on peut quand même faire des estimations pour différents scénarios de consommation. Alors là, j'ai pris le cas du cuivre, mais on peut prendre tous les métaux comme ça. Donc ça nous évite de rentrer dans trop de calculs techno où on se perd un peu. Alors, pour la France, je vous montre à nouveau cet exemple. Si on fait les mêmes estimations au niveau français, c'est une demi-mine Kennecott d'ici 2050 qu'on doit consommer au niveau de la France. Ça fait quand même un trou de 20 à 40 mètres cubes pour chaque personne d'ici 2050. Donc vous allez dans votre jardin, vous faites une piscine et ça vous donne, une idée du trou que vous allez faire au Chili, par exemple, pour extraire le cuivre que vous allez consommer d'ici 2050. C'est clair ? Bon, si on traduit ça en termes de flotte, ça fait entre 10 et 40 mètres cubes d'eau. Donc si on divise par le nombre de jours et par le nombre de personnes, ça fait à peu près 1 litre d'eau pour chaque Français par jour d'ici 2050 pour extraire le cuivre qu'il va utiliser. C'est à peu près la quantité d'eau qu'il nous faut pour survivre. Hein. Je parle que du cuivre là, il y a plein d'autres métaux. Voilà, bon, c'était un peu pour donner une idée des enjeux. Bon, bah là, j'ai pas le temps. J'aurais aimé parler des réserves. En fait, les réserves n'ont cessé d'augmenter au cours du temps. Donc, quand on compare, il faut faire très attention. Hein. Quand on compare des réserves actuelles avec des consommations futures, bon, on arrive à une image assez catastrophique. Mais si on avait fait la même chose il y a 50 ans, on serait arrivé au même résultat. En fait, les réserves augmentent et les réserves augmentent. Bon, d'abord parce que dans le passé, on a découvert de nouveaux gisements de cuivre, mais aussi parce que la concentration des gisements baisse. Donc en fait, on extrait du cuivre à 1% actuellement, alors qu'on extrayait du cuivre à 4% en 1900. Donc là, et ça, c'est la technologie. C'est la technologie qui nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant à un coût à peu près raisonnable. Bon, donc si on continue à baisser la concentration du cuivre exploité, ça c'est la répartition maintenant du cuivre en fonction de sa concentration dans la croûte. On voit bien que quand on diminue la concentration, on augmente la quantité de cuivre disponible. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, a priori. Il
Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, sauf que le fait de diminuer la concentration nous augmente l'énergie. Enfin, on a besoin d'augmenter la quantité d'énergie. Tout ça n'évolue pas de manière linéaire. Hein. On a, en gros, la quantité d'énergie est une loi puissance de la dilution, donc c'est une évolution exponentielle. Jusqu'à présent, on a récupéré ça par une amélioration de la technologie. En fait, c'est pas sûr qu'on arrive à le faire. Et probablement qu'en partant de l'énergie, si on fait des estimations de prix long terme, par exemple pour l'argent, pour le nickel, pour le cuivre, ben, on voit qu'on a, on a un point dur à peu près dans les années 2000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amélioration technologique ne permet pas de combler l'énergie supplémentaire dont on a besoin pour extraire le cuivre avec des concentrations qui diminuent, donc des qualités de gisement qui deviennent de plus en plus mauvaises. Et ça, c'est à nouveau un problème. Voilà, ça va être ma dernière slide. L'idée générale ici, et je suis désolé d'avoir été un peu long, mais c'était d'illustrer un petit peu la complexité des choses. On ne peut pas donner une réponse simple à des problèmes compliqués. Donc tout ça, si on le remet dans un modèle global, et je vous promets que je m'arrête là, donc on a les ressources, on a les réserves, on a la production primaire, on met le métal dans une infrastructure qu'on recycle au cours du temps, hein, vous reconnaissez ça. Bon. Comment ça marche ces affaires-là? Ben, il faut faire un lien avec des grandeurs économiques. Et pour faire le lien avec des grandeurs économiques, on va dire que le métal, on le vend sur un marché. Ce marché crée des revenus qui sont investis dans un capital. Le capital, le stock de capital, lui, diminue avec un flux sortant qui correspond au coût et puis augmente avec ce flux en rentrant de revenus. On fait la même chose pour le secondaire. Comment ça marche? J'ai essayé de résumer sur cette figure ce qu'il faut prendre en compte quand on essaye de faire une modélisation dynamique. La vitesse de la production primaire et la géologie, donc la distribution du métal dans son environnement, vont contrôler la qualité de la ressource et éventuellement la concentration des gisements exploités. Cette concentration des gisements exploités et l'amélioration technologique vont contraindre l'énergie nécessaire pour extraire le métal. Cette énergie va, elle, contrôler les coûts de production. Les coûts de production vont eux-mêmes contrôler le niveau de réserve, puisque le prix moins le coût va contrôler les bénéfices, mais également le prix. Ce prix du primaire va contrôler les taux de collecte et les taux de recyclage. Et il va également contrôler les coûts de la production secondaire, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, le prix du scrap, donc le prix des déchets, est indexé sur le prix primaire. Et quand on fait ça, eh ben voilà, on peut faire après de la modélisation prospective, et donc qui est capable à la fois de reproduire les données passées et les données futures, et je ne vous en parlerai pas parce que j'ai pas le temps. Voilà. Alors juste un mot sur la sobriété peut-être. Non, sur cette slide-là, Emmanuel en a parlé, c'est très important de garder ça en tête. Si on veut une augmentation de la population et du PIB, donc une augmentation du PIB par habitant, voilà ce qu'il faut faire au niveau individuel. Donc ça, c'est une consommation d'énergie par habitant. Depuis 1950 jusqu'à 2060. Entre 1950 et 1970, on a augmenté très fort la quantité d'énergie utilisée par habitant. On a eu ensuite un plateau après le deuxième choc pétrolier, et donc ça c'est vraiment une amélioration technologique. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est ça. C'est diminuer la consommation d'énergie par habitant pour des scénarios qui restent en dessous de 2 degrés de 40%, okay, d'ici 2060. Moi, je ne sais pas comment on fait. Personne ne sait comment on fait. Et si un économiste il vous dit on ne sait pas, c'est pas bon signe. Hein. Mais c'est ça. Donc une dimension à prendre en compte, c'est la dimension technologique, ça c'est très clair, mais c'est aussi la dimension de comportement et aller vers cette sobriété. Voilà un exemple de sobriété. Une Tesla S, ça pèse 2,5 tonnes, 90 kg de cuivre, 20 kWh au 100 km. Il ne faut pas s'étonner après que Tesla se fasse des soucis sur l'approvisionnement en métaux. C'est complètement ridicule de construire une voiture électrique qui pèse 2,5 tonnes. La voiture la plus vendue au monde, c'est celle-là, en 2018. 2 tonnes 2, 400 chevaux, elle passe de 0 à 100 en moins de 6 secondes. Enfin, moi j'aime bien les motos, donc je peux vous dire, c'est vraiment une bombe ce truc-là. Une motorisation entre 3,7 litres et 6,2 litres, consommation officielle 15 litres au 100. Donc, voilà. C'est la plus vendue au monde.
Donc c'est aussi là-dessus qu'il faut jouer. Et encore une fois, je suis désolé d'avoir été trop long. Je vous remercie de ne pas vous être endormi.